Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par nos experts e-commerce. Alors, on vous propose sur ce webinaire de réaliser une courte rétrospective en matière d'e-commerce, de revenir sur les tendances digitales et finalement de réaliser une prévision sur celle à venir. Alors, participeront à ce webinaire Caroline Lolierou, directrice publicité Lead New Commerce chez notre partenaire Reworld Media. Et côté Taïwan, nous aurons Sarah Pereira, responsable de l'ensemble des opérations chez Taïwan Performance, Raphaël Tullier, team leader du pôle retail au sein de notre BU spécialisé e-commerce, ainsi que moi-même, directrice des activités performantes chez Taïwan. Alors, pour passer un peu en revue le sommaire de ce webinaire, nous ferons une présentation rapide de Taïwan et Isoscale. On vous propose ensuite de poser le cadre de ce webinaire autour de la thématique des nouveaux modes de consommation. On parlera ensuite de la perception des consommateurs vis-à-vis de la publicité, du parcours d'achat et des changements éventuels qu'il y a pu y avoir. On verra ensuite quelques réponses apportées par certains acteurs du digital et on terminera par quelques projections d'avenir. Alors, pour commencer, une petite présentation rapide afin de poser le décor de qui nous sommes et de ce que l'on fait. Donc, nous sommes l'agence Isoscale, l'agence digitale du groupe La Poste. Alors, pour la petite histoire, La Poste avait un positionnement très orienté print et data au travers des agences présentes de le groupe. Elle a souhaité aller vers le digital, ce qui nous amène à la création de l'agence Isoscale il y a maintenant quelques années. Pour acquérir rapidement toutes les expertises digitales nécessaires à l'accompagnement client, le groupe La Poste a adopté une stratégie de croissance externe en faisant l'acquisition de plusieurs sociétés avec des expertises digitales. Via l'acquisition de Time1 en juin 2021, Isoscale intègre une société avec une expertise de plus de 16 ans dans le marketing à la performance, mais aussi dans l'achat média de manière plus globale, puisqu'au sein de Time1, on retrouve une plateforme technologique dédiée au marketing à la performance avec un réseau d'éditeurs, mais également un trading desk spécialisé dans l'achat d'inventaire direct pour répondre à des objectifs plus de branding ou des générations de trafic qualifié. L'ambition d'Isoscale aujourd'hui, c'est de réconcilier les sujets data, médias, communication et technologie. Alors, quelques chiffres clés. Isoscale aujourd'hui, c'est 96 millions de chiffre d'affaires, plus de 450 talents, plus de 1000 clients et 11 établissements répartis sur l'Hexagone, ainsi que de nombreux prix, que ce soit sur la partie créative ou sur la mise en place de dispositifs médias performants. Alors, entrons maintenant dans le thème même de ce webinaire et sur lequel nous avons souhaité réfléchir avec vous, les nouveaux modes de consommation. Alors, les impacts de la crise sanitaire ont été très forts et ont eu pour effet d'accélérer certaines tendances. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est le télétravail, qui en France n'était pas encore très installé. Mais cette crise, elle a également remis en question nos modèles de vie, nos comportements et a représenté une véritable rupture de ces tendances. Mais avant cette crise, finalement, il y avait déjà une remise en question de la société de consommation qui était induite par les conséquences du réchauffement climatique, qui d'année en année nous apporte des preuves tangibles de l'urgence, mais également un regard différent sur la mondialisation, les conséquences de nos choix de consommation et l'impact sur les populations locales qui sont finalement victimes de nos choix. Alors un exemple qui me vient à l'esprit et qui avait été très médiatisé à l'époque, c'est sur le sujet du fast fashion et l'exploitation des Ouïghours dans la confection finalement de côté mode. Dans cette prise de conscience sociétale, on intègre aussi une réaction des populations face aux tentations de repliement de la société sur elle-même, et notamment sur des faits d'intolérance, de nationalisme, de xénophobie ou d'injustice sociale. Alors, rentrons un peu plus dans ces tendances de consommation 2022. Tout d'abord, parlons de digitalisation. Elle permet de transformer des processus traditionnels, des objets, des outils ou encore des professions par le biais de technologies digitales afin de les rendre plus performants. Il y a quelques années, acheter des chaussures sur Internet nous paraissait un frein au développement de l'e-commerce de la chaussure. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde achète, ou quasiment tout le monde achète ses chaussures sur Internet. Donc la crise a eu un effet accélérateur sur la digitalisation des entreprises et un effet boost sur le lancement de certains produits ou services revisités et en parfaite adéquation avec la demande ou les besoins des consommateurs du moment.
Donc, pour faire écho à ces propos, j'aimerais mettre en avant une étude réalisée par l'Institut de recherche du consommateur La Poste en 2021 et qui met en avant que 97% des Français internautes réalisent des achats sur Internet, dont 67% en font au moins une fois par mois. Si on regarde sur une base d'achat hebdomadaire, cette étude montre que cela représente 32% des internautes, soit 2 points de plus qu'en 2020. On note aussi que 83% des cyberacheteurs se situent dans une tranche d'âge entre 25 et 34 ans et 79% parmi les CSP+. Ce qui est également intéressant de noter dans cette étude, c'est que les cyberacheteurs déclarent avoir commandé davantage sur Internet qu'avant la crise. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces nouvelles habitudes d'achat, elles vont perdurer au-delà de la crise. On assiste donc bien à une tendance qui s'est accélérée avec la pandémie et qui s'est installée comme une nouvelle pratique d'achat. Lorsqu'on demande à ces consommateurs les facteurs qui les poussent à conserver cette pratique, on a sans grand étonnement la praticité, mais aussi les prix avantageux avec une audience qui, avant, pouvait avoir des habitudes d'achat très liées à une marque et qui, sur Internet, de par l'accessibilité de l'information des prix, peut peut-être remettre en question cette fidélité marque. Alors, j'aimerais citer ici quelques exemples de création de nouveaux concepts où l'expérience client a été totalement repensée par rapport à un service qui était plus traditionnel auparavant. Donc, tout d'abord, la start-up française Habiteo, qui offre en fait un service à destination des professionnels et qui construit des solutions 3D full web. L'avantage en fait d'Habiteo, c'est de pouvoir optimiser la promotion et la commercialisation de l'immobilier neuf par les promoteurs. Donc, grâce à l'outil de modélisation Habiteo, le promoteur, il va pouvoir choisir des couleurs, mettre les matériaux qui finalement en fait vont plaire ou participent en fait au goût, ou font partie des goûts du prospect auquel il essaie de vendre l'appartement. Donc, en termes d'expérience client, cet outil va apporter un enrichissement en fait à cette expérience et au promoteur une meilleure façon de vendre son bien et de vraiment projeter en fait le client dans son projet immobilier. Un autre exemple dans le domaine des soins dentaires, Jouvence, qui est aussi une start-up française, et qui fait suite à bien d'autres marques d'aligneurs dentaires. On avait Invisalign qui était la plus connue. Et bien, Jouvence arrive avec d'autres marques comme Dr Smile par exemple également, puisqu'il y a un vrai engouement sur ces prothèses dentaires essentiellement axées sur un public adulte. Et finalement, ces marques-là, notamment Jouvence, elles revisitent la relation entre l'orthodontiste et le client, avec une prestation qui est très online, puisque une fois que les empreintes de vos dents sont prises chez le dentiste, tout le suivi ensuite se fait à distance, vos prothèses sont reçues par la poste, donc c'est un suivi à distance et finalement en totale autonomie. Je continue maintenant et nous aborderons le sujet de l'éco-responsabilité, puisque en fait, l'éco-responsabilité fait de plus en plus écho dans nos choix de consommation. C'est une prise de conscience qui est devenue de plus en plus perceptible au fil des années. Déjà dans les années 90, il y avait une augmentation toujours croissante des pressions sur l'environnement et sur lesquelles les marques, déjà à cette époque-là, ont dû prendre la parole, que ce soit sur les ressources qu'elles utilisaient ou qu'elles incorporaient dans leurs produits, les quantités d'énergie qui étaient requises, les pollutions et le cycle des produits en fin de vie qu'il fallait éliminer. Donc l'éco-responsabilité prend de plus en plus d'ampleur depuis ces dernières années et notamment les rapports de JIEC qui nous fait prendre conscience en fait de l'urgence du sujet. Alors, on a dit tout à l'heure, l'e-commerce a fortement été favorisé par la pandémie Covid-19, et ce, pour toutes les générations. Et on voit désormais le shopping en ligne comme la solution à notre besoin, voire même une nécessité. Cependant, on note que les consommateurs, ils sont de plus en plus conscients et sensibles aux causes environnementales, ce qui les amène du coup à repenser leurs habitudes et les entreprises du coup à revoir leur contribution pour un avenir plus durable.
Selon une étude menée par la FEVAD, 86% des Français aimeraient vivre dans une société où la consommation prendrait moins de place. 53% des cyberacheteurs déclarent tenir compte d'éléments environnementaux, responsables ou éthiques dans leurs habitudes de consommation en ligne. Et ils se déclarent même prêts à privilégier des sites e-commerce éco-responsables, quitte à payer plus cher. Donc toujours dans cette tendance, le Made in France et les circuits courts sont des sujets de plus en plus importants pour les consommateurs. Et Google avait d'ailleurs publié un article sur l'impact de la pandémie sur les habitudes d'achat pour les fêtes en 2020, indiquant que 51% des consommateurs achèteraient davantage auprès des petites entreprises locales. Par rapport à cette prise de conscience, il est important de noter que les 18-34 ans se déclarent particulièrement concernés par les enjeux environnementaux et malgré un pouvoir d'achat qui peut être moindre par rapport à des générations plus âgées, une étude Nielsen a pour autant identifié les millénials comme le groupe démographique le plus disposé à payer un peu plus cher pour des produits éthiques ou durables. Alors, en termes de tendance, on se devait de parler de la seconde main, puisque ce mode d'achat s'ancre massivement dans la pratique des cyberacheteurs. Et Vinted fait partie de ces grands gagnants de la crise, notamment sur la cible milléniale. Le marché mondial de la seconde main devrait encore se développer. Et on voit d'ailleurs de plus en plus de marques intégrer cette nouvelle forme d'achat et l'offre également s'élargir. La société Back Market, dans le segment high-tech par exemple, sur la partie téléphonie, nous invite à s'offrir l'avant-dernier iPhone quand en même temps Apple, elle, vante les atouts du tout dernier. Dans un registre encore différent, on a la marque Little Big Change, donc, qui vend des couches que vous recevez chez vous via un système d'abonnement et qui répond à une génération qui a aussi de nouvelles attentes sur les produits liés au bébé. Donc, les couches Little Big Change correspondent en fait à ce besoin de ne plus se déplacer, mais de commander ses couches en ligne, avec un positionnement produit très éco-responsable, puisque en fait les usines utilisent des process neutres en carbone, une énergie 100% verte, et en plus la livraison se fait dans une box 100% biodégradable. Oups, je suis allée trop loin. Alors pour terminer de parler de ces grandes tendances de consommation 2022, on terminera par l'inclusion. Alors l'inclusion, c'est le fait d'inclure tout le monde, autant dans l'acte de promouvoir, de favoriser et de défendre. C'est une nouvelle façon de penser la société, le vivre ensemble. C'est une idéologie qui est largement poussée par les millénials, qui eux ne veulent plus se taire, mais revendiquent, voire même célèbrent leurs différences, parce que finalement les différences n'empêchent pas une société de vivre ensemble. Alors abordons maintenant le sujet de l'inclusion dans l'e-commerce. 72% des Français considèrent que la diversité dans la publicité est un sujet essentiel et ce mouvement est très porté par la génération Z notamment, qui attend plus de diversité et d'inclusion dans la communication des marques. Et lorsqu'on parle d'inclusion, on peut tout de suite penser aux stéréotypes de la femme véhiculés à travers la publicité, puisque c'est un vieux sujet. Mais aujourd'hui, on parle aussi de la représentation des hommes qui, eux aussi, subissent ces stéréotypes avec le sportif musclé, le businessman ou le séducteur. Mais on parle également des seniors qui sont sous-représentés dans les publicités au même titre que les minorités. Alors attention toutefois aux intentions d'inclusion que ferait une marque et sur la réalité de cette intention si celle-ci n'est pas justifiée ou n'est pas en cohérence avec ses produits. Parce que l'inclusion peut alors être perçue comme de l'opportunisme ou un acte pour surfer sur la vague. Le consommateur recherche lui de l'authenticité, du naturel, et il doit y avoir une cohérence avec l'ADN même de la marque. Les marques qui ont le plus œuvré pour l'inclusion et la diversité et ont même été précurseurs sur le sujet en France sont Benetton et Dove, deux griffes engagées sur la question depuis des années, voire des décennies, et dont le consommateur a complètement assimilé le positionnement. Alors pourquoi l'inclusion est un sujet d'importance pour une marque? Eh bien parce que, entre autres, 64% des consommateurs ont plus tendance à s'intéresser à un produit après avoir vu une annonce qu'ils considèrent comme diversifiée ou inclusive. L'inclusion est donc une vraie attente du consommateur. Alors, quelques exemples de publicité inclusive. On a Camailleux,
qui, de par les métiers illustrés, met en exergue la femme dans des métiers principalement exercés par des hommes. Et on a également Gillette, qui met en scène un couple homosexuel sur un produit exclusivement masculin et qui traditionnellement représentait toujours le mâle avec un grand M, musclé et souvent accompagné d'une femme pour donner ce côté séducteur. Alors parlons maintenant rapidement de comment les consommateurs perçoivent ces communications. On en avait déjà parlé tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'inclusion. Avoir un axe de communication inclusif ou éco-responsable peut avoir un effet négatif sur le consommateur et susciter même une méfiance ou un manque d'authenticité dans le message véhiculé par la marque. Une étude de l'Institut Kantar pointe d'ailleurs que 54% des Français jugent que les initiatives des marques en faveur de l'inclusion sont opportunistes et même manipulatrices, même si, à contrario, 48% jugent tout de même le caractère moderne de la communication et une prise de parole crédible pour 31% des interrogés. Si on peut très rapidement citer les erreurs à éviter en matière de communication, donc ne pas être en accord avec les valeurs de son entreprise, mettre en avant des arguments qui ne correspondent pas avec la réalité, et on parle là de woke ou de greenwashing, faire des maladresses par manque de connaissances ou trop en faire. Je vais maintenant passer la parole à Sarah, qui va vous parler du parcours d'achat et qui lui aussi évolue et devient de plus en plus complexe. Merci. Effectivement, face à une multitude de choix qui lui sont proposés, l'internaute devient de plus en plus exigeant. Et il a raison. Il est donc essentiel de bien connaître le parcours d'achat et les facteurs qui influencent la prise de décision des prospects. Et c'est ce que nous allons voir dans cette partie. Je pense que ce schéma n'a plus de secret pour les professionnels du marketing. C'est la modélisation du parcours d'achat dit en entonnoir ou encore le funnel d'achat. Il existe d'ailleurs depuis de nombreuses années, depuis le début des années 1900. Et finalement, il a plusieurs variantes, que ce soit le célèbre modèle AIDA ou encore ce modèle ici qui prend en compte des facteurs au-delà de l'acte d'achat. Finalement, le parcours client est présenté sous une forme simple d'entonnoir. Dans ce type de modèle, on va passer des étapes les plus élevées, qui sont celles de la comparaison, de l'analyse approfondie, aux étapes les plus basses, qui ont à voir avec l'achat jusqu'à l'évaluation post-achat de manière simple et linéaire. Mais bien que le modèle AIDA semble encore employé dans le monde marketing, il devient de plus en plus démodé, il devient de plus en plus obsolète. En effet, face à la hausse constante des achats en ligne dans le monde, ou encore face à la forte exposition des internautes à la pub, digitale surtout, cela a rendu la réalité des parcours d'achat beaucoup plus complexe et confuse. Et c'est ainsi qu'il y a 2 ans, Google a mené une étude qui est venue complexifier ce schéma où le parcours de décision est plus devenu un middle messy. Avec le middle messy, tout change. Les points de contact se diversifient et c'est de plus en plus chaotique. Ce qui va se passer entre le premier stimulus qui est appelé le trigger ou encore le déclenchement du besoin et l'achat, ce n'est pas linéaire. Il va changer d'une personne à l'autre. Le consommateur va alors s'interroger, il va hésiter, il va comparer car il dispose d'une multitude d'informations, que ce soit au travers des réseaux sociaux, des comparateurs, des moteurs de recherche. Il va aussi s'informer au travers des sites d'avis, des blogs, des plateformes, bref. C'est tout ce flux d'informations qu'on appelle le middle messy et qui va composer le facteur déclencheur qui va se produire entre la réflexion et l'achat. Et qu'il soit sur un site d'avis ou sur un site comparateur, le consommateur va faire un ping-pong en permanence entre 2 états mentaux, une activité d'exploration et une activité d'évaluation. Quand on sera en mode exploration, on va prendre en compte les marques et les produits dans notre ensemble de considérations. Et en mode évaluation, on va plutôt avoir une approche plus réductrice. On va commencer à affiner nos choix. Mais comme les options sont multiples, du coup, on va être incité à revenir en mode exploration et puis en mode évaluation. Et cela va créer une boucle indéfinie. Pour sortir de cette boucle, il y a 2 types de facteurs clés de succès. En premier lieu, on va dire les facteurs primordiaux, c'est de créer du lien, une relation de confiance avec le prospect. C'est vraiment le point de départ de la décision d'achat. Ça va passer par des facteurs comme la preuve sociale, par exemple les avis sur Internet, la notoriété de la marque et son autorité dans son secteur, l'autorité du site et son image avec des preuves de fiabilité de site, et une description qualitative de la fiche produit ou de la fiche service.
En second lieu, on va avoir les facteurs qu'on appelle secondaires, et ce sont ceux qui vont toucher à la désirabilité du produit. En termes de facteurs d'influence, on va avoir la promotion, la gratuité comme levier déclencheur de l'achat, la rapidité de réception du produit et de consommation du service, donc c'est l'immédiateté de l'achat, et enfin, la rareté du produit, qui est aussi un élément important. Je terminerai par 3 éléments clés à retenir pour que les e-commerçants soient plus efficaces dans leur approche du Media Messi. La première consiste à assurer la présence de la marque. Il est fondamental de développer la présence digitale sur les différents canaux, moteurs de recherche, réseaux sociaux ou encore comparateurs, blogs, etc. Le deuxième point clé concerne l'utilisation intelligente et responsable des principes de science du comportement. Par exemple, appuyez-vous sur des tactiques marketing comme les avis clients, les campagnes d'influence, la mise en avant de la gratuité ou encore de la rareté d'une offre. D'ailleurs, ce dernier biais est d'ailleurs très bien exploité par le site booking.com. Et enfin, le troisième et dernier élément clé consiste à réduire l'écart entre le facteur déclencheur et l'achat. De cette manière, vous allez accélérer le processus d'achat et surtout éviter la comparaison de votre offre avec celle des concurrents. Nous allons maintenant sortir de la théorie et je vais laisser place à Raphaël qui va vous présenter les actions concrètes et adaptées aux stratégies actuelles marketing. Yes, nous l'avons vu, il y a de nouveaux modes de consommation qui ont émergé de cette crise récente et qui ont un impact qui est direct sur la manière dont les marques finalement vont commercialiser leurs offres, que ce soit en modifiant les produits, en adaptant les circuits commerciaux ou en communiquant différemment. Et justement, cette communication différenciée, elle est aujourd'hui possible parce que, comme les acteurs du e-commerce, les acteurs du marketing se sont positionnés aujourd'hui et apportent une réponse à ces nouveaux modes de consommation. Donc, les marques disposent aujourd'hui de nombreux leviers pour véhiculer ces nouveaux positionnements. Et pour vous présenter cela, je vais déjà laisser la parole à Caroline de Reworld Media, qui va nous parler de sa solution qui s'inscrit dans une démarche de digitalisation des canaux de distribution. Alors, quelques chiffres clés en introduction pour montrer un peu aussi le potentiel de ce dispositif, tant du côté des annonceurs que des consommateurs. Alors, en termes de il y a à peu près 67% des Français qui sont intéressés par le live shopping, donc ce qui montre un fort potentiel de développement. Le taux de conversion aussi du live shopping est 10 fois supérieur aux autres canaux. Et en termes de part de marché du live shopping d'ici 2026, de marché sur le secteur e-commerce, qui tournera autour des 20%. Donc l'idée c'est vraiment le live shopping, nous en tout cas comme on l'entend, c'est vraiment une expérience d'achat en fait en live, mais pas que, mais j'y reviendrai tout à l'heure, qui porte en fait un temps fort commercial de marque durant laquelle la marque va pouvoir s'exprimer et très longuement et présenter ses produits via aussi un call, un influenceur, un présentateur, et le viewer pourra également en fait poser toutes ces questions. Donc ça fait vraiment le pont entre l'expérience physique assez classique qu'on connaît et l'expérience online. Voilà. Alors, un live shopping, ça se déroule en 3 temps. Ces 3 temps sont autant importants les uns que les autres. Donc, il y a la phase de teasing. Donc là, c'est vraiment en fait, cette phase est très importante. La marque, en fait, il faut qu'on crée un rendez-vous. L'idée, c'est vraiment que le consommateur, que le viewer et que l'audience, marque dans son agenda que ce jour-là, il y aura un live shopping. Et donc, l'idée, nous, pour Reworld Media, en fait, nous, en plus, on sait comment parler à nos audiences, pardon. Elles sont assez, en plus, importantes. On touche maintenant près de 6 Français sur 10. Et l'idée, c'est vraiment tout à partir, en fait, d'un contenu dans lequel il va y avoir un formulaire d'inscription. Et après, on va activer tous les leviers assez classiques qu'on connaît. Du display classique, le CRM, du social, pour driver un maximum, en fait, de trafic sur cet article et générer un maximum d'inscriptions, pour après pouvoir les notifier à moins 15 minutes, par exemple par SMS, qui est un levier qui performe très bien, par CRM et des push aussi web. Après, il y a évidemment le live. Donc là, l'idée, c'est vraiment cette expérience en fait de contenu. Elle peut être multidiffusable.
donc sur un de nos médias qui va être socle, qui va vraiment voilà, capter notre audience. Elle peut être aussi diffusée en simultané sur les réseaux sociaux de la marque ou d'un de nos médias et aussi sur le site de la marque. Et l'idée, voilà, c'est vraiment l'expérience en fait de contenu n'est pas altérée car le viewer peut acheter, peut faire une mise en panier et acheter le produit sans quitter le live. Et enfin, une des phases qui est aussi toute très importante, ça va être le replay, parce qu'on sait que voilà, il y a à peu près 60% des achats du CA qui est généré en post-live. Pour donner une métrique, c'est à peu près 60% des achats qui sont générés en post-live. Donc là, voilà, on va capitaliser sur le replay. On va faire de l'amplification en gros de contenu et on peut aussi aller un peu plus loin, créer des assets créatifs, ça va être des shortcuts vidéo, des visuels produits qu'on va amplifier sur nos médias et aussi en fait l'annonceur va pouvoir aussi alimenter ses fiches produits et augmenter aussi son CIO grâce à ces assets créatifs qu'on aura créés en post-live. Voilà. Alors, mais les avantages, bon, je pense que les annonceurs commencent à l'avoir bien compris. Alors, il y a les avantages aussi de passer avec Reworld Media, enfin notamment d'avoir un média référent qui est socle et qui est fort. Donc les avantages assez classiques vont être notamment, donc comme je le disais un peu plus en amont, c'est vraiment reproduire un schéma transactionnel physique en ligne et d'aller aussi sur le terrain de jeu et là où sont les consommateurs maintenant, comme le disaient Monica, Sarah et Raphaël. La pandémie a aussi accéléré certains usages et même sur la cible senior, on l'a remarqué que ces 2 dernières années, en fait, les seniors sont montés sur le digital et notamment en termes de live shopping, on sait que les seniors sont par exemple une très grosse cible et sont très consommateurs voilà, de live shopping. Donc ça va le live shopping va permettre voilà, d'aller les chercher et de jouer donc tant sur le format vidéo qui est un format qui performe très bien depuis quelques années et aussi voilà, d'aller chercher cette nouvelle cible. Le temps de parole et le temps d'écoute sont vraiment exceptionnels sur les live shopping. On le voit bien, nous, nos benches, on a opéré quand même beaucoup de live shopping maintenant. Les benches, c'est des temps d'écoute de plus de 10 minutes, ce qui est assez exceptionnel quand on voit que même du contenu sur des articles, ils sont divisés par 2. Donc, le live shopping permet vraiment d'aller capter un peu plus longuement l'audience et permet aussi à la marque de s'exprimer plus longuement pour ce qui va permettre de l'humaniser et d'installer aussi une relation de confiance. Et encore une fois, l'acte d'achat est intégré, donc il n'altère pas du tout, en fait, voilà, le parcours est beaucoup plus clair et moins alambiqué et donc performe davantage. Et encore une fois, voilà, il est très important aussi de capitaliser sur le replay, ce qui va maximiser les ventes post-live et alimenter les fiches produits de la marque. Voilà, et surtout avec du contenu de qualité. Voilà. Et alors voilà, alors comme je le disais, nous on a opéré déjà plus d'une dizaine de lives, tant en fait on est en capacité d'opérer vraiment l'opération de A à Z, tant dans la phase de teasing de recrutement que dans la production et aussi donc dans le replay. Et donc on avait opéré notamment le premier live shopping de français avec donc L'Oréal Steampod, c'était en février 2021. Et donc voilà, bon, l'opération était pluguée sur Grazia, qui était le média le plus affinitaire. Et donc, tout est parti, encore une fois, d'un contenu, d'un article natif dans lequel un formulaire d'inscription était intégré. Et donc, on avait déployé tous les leviers et toute notre audience. En fait, l'idée, c'était vraiment d'aller capter non pas uniquement en fait sur Grazia, mais d'aller chercher donc la cible de L'Oréal Steampod sur tout notre écosystème. Donc, ce qui a permis de générer en live plus en replay plus de 17 000 visites sur le contenu qu'on avait créé pour la marque, de générer plus de 30 000 vues sur le replay et le live, parce que c'est un KPI. Enfin, le replay est tout aussi important, je le répète, sur la partie live shopping, sur le levier de live shopping. Et le temps passé était 9 minutes 30. Donc, comme je le disais encore une fois, c'est des temps quand même d'attention qui sont beaucoup plus élevés que sur d'autres leviers. En termes d'interaction, parce qu'encore une fois, le live shopping permet vraiment d'interagir. C'est du commerce conversationnel placé sous le prisme du divertissement, mais il permet vraiment cette interaction avec l'audience. Donc, ce live avait généré plus de 250 commentaires. Il y avait plus de 100 sessions de chat et en termes d'emojis, 2700 emojis.
Et donc voilà, au total, donc vraiment du lancement de la campagne à la fin de la campagne, qui d'ailleurs toujours en fait, le live est toujours consultable sur notre média Grazia. Ça a généré donc plus de 80 000 visites sur les contenus de la marque. Il y a eu 37 000 clics vers le site de L'Oréal Steampod et plus de 15 millions d'impressions, donc tout levier confondu, et un reach sur les réseaux sociaux d'1,5 million pour une opération, une campagne qui avait duré un peu moins d'un mois. Voilà. Et donc l'opération, je ne sais pas si vous voulez que je développe ou pas davantage, mais l'opération, donc là, on avait vraiment toutes les clés pour que l'opération fonctionne. Donc on avait vraiment une influenceuse qui collait vraiment en fait à l'ADN de la marque. On avait Magali Bertin, qui est notre rédactrice en chef et qui est également en plus une blogueuse, une influenceuse. Et on avait aussi un professionnel de la marque qui était donc qui était à même de présenter le produit et de mettre à l'usage ce produit-là, qui est un produit qui était en plus assez cher. Donc, il était aussi important de le mettre, de permettre à l'audience aussi de pouvoir le voir à l'usage et de pouvoir de poser ses questions, ce qui avait aussi qui avait pour objectif aussi d'être assez rassurant et rassurant pour un produit qui coûtait quand même à peu près 500 €. Donc voilà. J'ai fini. Je ne sais pas si je vais un peu trop vite, mais voilà. Non, c'était parfait. Merci Caroline pour cette présentation. Alors, il y a effectivement d'autres acteurs qui s'essayent à ces nouvelles technologies et qui proposent des campagnes de marketing. Le second exemple qu'on voulait vous illustrer ici, c'est celui d'ADN AI. Alors, ADN AI, c'est également un acteur de la publicité conversationnelle. Il va s'appuyer en fait sur l'intelligence artificielle pour proposer des campagnes qui intègrent la voix. Donc, on parle ici du marché du voice ad. C'est un marché qui est plutôt récent en France. On est clairement au balbutiement du secteur. Alors, le live shopping, est très présent sur le marché chinois et bien ancré dans les habitudes d'achat. Pour le côté du voice ad, c'est plutôt aux États-Unis que ce vecteur média est bien établi, puisqu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a plus de 72% des utilisateurs qui font des recherches réalisées avec la voix sur un assistant personnel. Il y en a 52% qui commandent des actions directement à leur haut-parleur intelligent et même 31% qui utilisent ces commandes vocales dans leur véhicule. C'est pas un secret. Toutes les tendances qui viennent des États-Unis finissent toujours par ruisseler en France avec plus ou moins quelques années de retard. Donc à ce stade, ADN AI, ça reste quand même un ovni technologique en France, mais il a déjà réalisé pas mal de campagnes à succès. Et en termes de créa, on le voit à l'écran, une de leurs conceptions phares, ce sont ces bannières interactives que vous voyez et qui s'appellent des talking ads. Donc les internautes en fait peuvent rentrer en interaction avec ces bannières par commande vocale et répondre à des questions enrichissantes. Ce lead enrichi est ensuite envoyé à l'annonceur. Donc il y a un champ créatif qui est finalement assez large entre leur format de quiz, de podcast. On peut aussi faire de la demande de test pour de l'auto ou même de la pré-réservation pour du travel. Alors, ces bannières, même si elles sont différentes de ce qu'on voit d'habitude, elles sont quand même diffusées sur un écosystème web qui reste classique. Mais ADN AI, c'est pas cantonné à ce cadre de diffusion, puisqu'il propose également son moteur conversationnel dans l'écosystème privé et fermé des GAFA sur les assistants personnels. Donc, c'est un marché énorme, puisqu'il y a plus de 1780 millions de Google Assistants qui ont été déjà écoulés et 180 millions pour Alexa d'Amazon, pour citer que les deux principaux. Donc, le second format technologique proposé par ADN, vous l'aurez compris, c'est une campagne vocale qui est disponible sur les assistants vocaux. Alors, vous avez peut-être vu passer cette publicité à la télé de Tic Tac qui invite le téléspectateur à communiquer avec son assistant vocal pour participer et jouer à un blind test. Donc, c'est une campagne qui a permis de mobiliser 200 000 joueurs sur près de 600 000 parties, donc à peu près 3 parties par joueur, avec un temps passé en moyenne de campagne de 5 minutes. Donc, que ce soit sur les bannières interactives ou sur la campagne des assistants vocaux, aujourd'hui, la technologie du voice ad, c'est un excellent levier pour les marques pour proposer une nouvelle expérience client. Ça permet, on le voit également, de réconcilier plusieurs supports et médias en créant des interactions communes, comme par exemple dans cet exemple Tic Tac entre la TV et l'assistant vocal.
C'est un format qui est engageant, qui est inédit et qui permet de créer l'engagement autour de votre marque et même de jouer sur la viralité, puisqu'aujourd'hui, finalement, le marché du voice ad, ça reste suffisamment novateur pour que le destinataire de ces publicités en parle autour d'eux. Donc les marques ont finalement effectivement tout intérêt à développer ce type de publicité, mais également à développer leurs services, comme l'a pu faire La Poste, qui propose ses services depuis l'assistant vocal. Pourquoi? Parce que c'est une expérience qui est simple, il suffit de parler à son assistant vocal, qui est rapide, généralement plus rapide que prendre son téléphone et taper au clavier. Et ça permet aussi l'accessibilité, l'inclusivité, en particulier pour les personnes qui ont un handicap tel que la malvoyance. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, merci. Je vous propose de sortir un petit peu de cet environnement très techno pour vous présenter des leviers qui s'insèrent cette fois dans une démarche éco-responsable. Et c'est auprès des cashbackers qu'on va notamment trouver cet élan responsable. Alors le cashback, c'est un levier qui permet à vos internautes de se voir rétribuer une partie de leurs achats sur une cagnotte à chaque vente faite depuis le site marchand partenaire. Et aujourd'hui, le levier cashback, il a un taux de pénétration de 25% en France. C'est-à-dire qu'une vente sur 4 est réalisée avec l'activation du cashback. Donc c'est énorme, c'est un véritable mode de consommation, surtout à l'heure où le pouvoir d'achat des Français est mis à mal. Les internautes vont chercher plus que jamais à faire des économies. Et il y a du coup plusieurs acteurs du cashback qui ont choisi de transformer ce levier en permettant que l'argent attribué à chaque vente serve une cause responsable. Donc on a des acteurs qui sont spécialistes comme EcoClick ou Reforest et qui proposent de redistribuer ce cashback à des associations qui sont engagées dans la plantation d'arbres. On a même des généralistes qui s'y mettent, comme à l'instar d'eBay Club, qui est un des acteurs principaux du marché du cashback et qui propose également ce type de mécanique pendant son opération Green Cashback. Donc, il y a aussi d'autres causes. Je pense notamment à Greenme qui propose de récompenser les clients qui achètent chez des marchands et qui sont acteurs de la transition énergétique, d'autres pour valoriser le commerce local. Et on a aussi plus récemment des acteurs du cashback qui proposent du cashback sous forme de dons à des associations comme par exemple le soutien à l'Ukraine. Alors pourquoi c'est intéressant pour les marques d'intégrer ce levier? D'abord, en fait, ça place les marques dans une position responsable, mais qui est passive. Elle peut évidemment communiquer sur son engagement et sur le fait qu'elle propose ce type de cashback via ses partenaires cashback, mais ça reste quand même le client qui est acteur de cette communication responsable en choisissant de donner son cashback à une cause plutôt que de le récupérer. Ça évite donc, en tant que marque, d'être taxé de greenwashing. Alors, on a un autre dispositif qui s'inscrit dans une démarche responsable. Je veux bien que tu changes la slide. Il s'agit cette fois d'un label qui s'appelle What Rocks. Donc, c'est un label qui s'applique à des campagnes de programmatique display. Et lorsque vous estampillez vos bannières avec ce label solidaire, vous pouvez récompenser financièrement les internautes qui ont cliqué sur votre publicité avec des ROCs. Donc, c'est une monnaie digitale qui s'ajoute à un portefeuille blockchain des internautes, donc totalement dans les tendances actuelles. Et cet argent peut ensuite être reversé sous forme de dons aux associations de leur choix. Alors, pourquoi c'est intéressant ce levier pour les marques? Vous menez des campagnes de display programmatique sur des audiences ciblées. Vous répondez à des objectifs de notoriété qui sont mesurés par des KPI habituels comme le taux de visibilité, les impressions, le trafic généré et qualifié vers votre site e-commerce. Et en sus, grâce à ce label, vous travaillez votre image de marque responsable. Parce que c'est aujourd'hui le seul label responsable pour vos campagnes display. Alors ce label, il n'a pas de coût supplémentaire à ajouter à vos investissements en programmatique. Et si vous êtes intéressé par le label, chez Time1, on mène ce type de campagne depuis notre propre trading desk. Alors, dernier avantage, et pas des moindres à intégrer ce type de label dans vos campagnes, c'est que les campagnes publicitaires menées en France ont permis de constater un engagement utilisateur qui était bien plus fort sur les plans médias labellisés, avec en moyenne près de plus 16% de taux de clic et plus 8,5% de complétion vidéo lorsque c'était des assets vidéo qui étaient diffusés dans les campagnes programmatiques.
On va maintenant s'attarder sur les stratégies d'inclusivité de la part des leviers et on va se pencher sur l'influence marketing. Alors, pourquoi l'influence marketing? Eh bien, si vous êtes une marque qui a des engagements forts, vous allez devoir faire appel à des ambassadeurs de marque qui partagent ces mêmes valeurs. Donc, c'est connu, la relation de confiance qu'il peut y avoir entre des influenceurs et leur communauté, elle est exacerbée chez les plus petits influenceurs, qu'on appelle de la micro-influence, voire des nano-influenceurs, ceux qui ont moins de 10 000 abonnés. Et finalement, cette authenticité qui est inhérente à la taille de l'influenceur, elle permet de légitimer la prise de parole au nom de la marque. On parlait d'inclusion plutôt dans notre présentation. Et bien, cette inclusion, il faut également l'appliquer au niveau des choix des influenceurs et travailler la pluralité des profils d'influenceurs avec des communautés qui sont différentes et qui permettent d'attirer un public plus large. On parlait beaucoup justement aussi d'inclusivité et on voit qu'il y a de plus en plus aussi, par exemple, d'influenceurs qui souffrent de pathologies et qui vont fédérer des communautés de personnes touchées directement ou indirectement par ces mêmes pathologies afin d'informer et libérer la parole sur ces sujets. Finalement, aujourd'hui, en termes d'influence marketing, on va sortir du schéma classique du placement de produits pour communiquer davantage désormais sur des sujets qui sont plus profonds, avec plus d'authenticité, plus de spontanéité. Et ce sont finalement les valeurs que les marques défendent qui vont être partagées par les influenceurs qui trouveront le plus écho auprès des communautés de ceux-ci. Donc, il y a un exemple ici à l'écran qui avait été largement relayé. C'est celui d'Alliance qui s'était associé avec la youtubeuse Natou pour une campagne contre le cyberharcèlement. Donc, Natou et d'autres influenceurs partageaient leur histoire liée au harcèlement dans un documentaire qui était appelé « Elles prennent la parole ». C'est un projet qui était porté par l'association Les Internets. Donc, ici, Alliance passait finalement d'un discours qui était habituellement 100% mercantile et commercial un discours engagé, puisque Natou était très investi dans cette cause. Un autre exemple de l'agence Woo, qui permet aux associations de bénéficier gratuitement de campagnes d'influence grâce à la plateforme solidaire YouCare. Donc, ils ont déjà accompagné plusieurs dizaines d'associations, donc Action contre la faim, UNICEF, Ruban Rose, Urgence Homophobie et bien d'autres. Ici, dans cet exemple, pour la fête de l'amour, et des influenceurs venaient libérer positivement la parole sur le VIH au travers d'un événement en ligne. Le rôle des influenceurs était de partager l'événement et faire appel aux dons auprès de leur communauté. Donc, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais s'il y a un conseil en termes de marketing, d'inclusivité qu'on peut donner aux marques dans leur stratégie, c'est évidemment de s'adresser à la génération Z, puisque c'est la génération qui est la plus activiste, bien plus activiste que la précédente. Ils sont beaucoup plus impliqués dans le respect des diversités, des genres, de l'environnement aussi également. Et le média parfait, par conséquent, ça reste TikTok, le réseau social des jeunes où près de 70% de la population a moins de 24 ans. Donc globalement, les bénéfices de ces types de campagnes de marketing inclusive, c'est d'aller attirer une audience qui est plus large, mais aussi plus jeune, de cultiver une relation de confiance avec les communautés et aussi de légitimer votre prise de parole par le biais d'influenceurs. Donc pour conclure, les marques ont cherché depuis toujours à être top of mind lorsque l'on parle du produit qu'elles commercialisent. Pour les marques qui s'essayent au marketing inclusif, l'enjeu désormais, ça sera d'être top of mind lorsqu'on parle d'un engagement et d'être directement associé à cette cause. Je veux bien que tu passes la slide. Yes. Alors, tu as dû sauter. Tout comme le biais de l'influence marketing, vous pouvez aussi travailler une stratégie de brand content responsable. Parce que depuis quelques années, en fait, on assiste réellement au déplacement des codes d'une presse traditionnelle vers une nouvelle génération de médias qui est beaucoup plus concernée par tous les sujets sociétaux. Donc, si vous mettez en place une stratégie de contenu régulier et en lien direct avec les attentes des lecteurs de ces différents médias, vous pouvez créer un espace d'expression dont la vocation première n'est pas de parler de votre entreprise ou de votre produit, mais de votre expertise sur un sujet ou une thématique qui est liée à une cause sociétale. Et grâce à ces contenus, vous allez pouvoir produire et publier
et agir sur les aspects essentiels du marketing de contenu, à savoir le référencement, améliorer votre image de marque, mais aussi, par la même occasion, travailler la fidélité et l'engagement autour des causes que vous portez. Je veux bien... ouais. Ce qui est intéressant quand on se parle de digitalisation, c'est de s'intéresser aux prouesses qu'on sera capable de faire d'ici quelques années. Et pour ça, je voulais vous illustrer en fait quelques insights qui nous viennent d'un cabinet d'enquête Ericsson. Donc c'est une enquête qui est de grande envergure qui a été menée pour sonder les consommateurs et voir ce qu'ils attendent en fait des marques horizon 2030. Et il y a 3 grands axes de développement du digital qui se profilent. Le premier, c'est le marketing sensoriel. Les consommateurs interrogés s'attendent à ce que nos 5 sens soient sollicités. Le premier, on l'a vu, c'était le sonore, avec l'avènement de la conversation, mais également la capacité des marques à reproduire une voix en utilisant un microphone est attendue de la part des consommateurs. L'olfactif, avec la capacité aussi de reproduire des arômes numériques. Il y a près de 6 personnes sur 10 interrogées qui s'attendent à pouvoir visiter numériquement des lieux avec des senteurs spécifiques associées. Et au niveau gustatif, il sera a priori envisageable d'améliorer numériquement tout ce qu'on mange pour accroître la saveur. Du moins, c'est ce que souhaitent les consommateurs. Et globalement, il y a 45% des consommateurs qui s'attendent à ce que les centres commerciaux numériques leur permettent d'utiliser leurs 5 sens lorsqu'ils feront leurs courses dans le métavers. Le second axe qui va être travaillé, c'est l'expérientiel. Notre cerveau pourrait devenir une nouvelle interface qui remplacerait les commandes manuelles ou vocales, mais le tactile n'a peut-être pas dit son dernier mot, puisqu'a priori, les internautes s'attendent à ce que les écrans soient capables de transmettre des textures, des icônes ou des boutons numériques quand ils sont activés. On s'attend aussi également à une réalité virtuelle toujours plus aboutie, si bien qu'il sera difficile de discerner de la réalité, ce qu'on appellerait la réalité fusionnée. Et le dernier grand axe de la protection, c'est la protection des utilisateurs. En premier lieu, ça serait de faire la chasse aux fake news. Une IA pourrait permettre et être capable de faire des vérifications approfondies des faits basés, ce qu'on appellerait le principe de réalité vérifiée. Le responsable et l'éthique, qui sont deux grandes tendances de consommation actuelles, devraient prendre encore plus de place et se digitaliser et prendre encore plus de place dans les critères de choix des consommateurs qui sont toujours plus regardants de la manière de consommer. Et les consommateurs attendent aussi également, d'ici 2030, que tous les soucis liés à la protection des données soient réglés pour pouvoir profiter en toute sécurité des avantages d'un monde où les systèmes d'information sont omniprésents. Et bien, cette dernière exigence, on est clairement en train de la vivre avec tous les sujets liés à l'application de la RGPD. Et je vais laisser la parole justement pour aborder le sujet de l'e-privacy. Tout à fait. Alors, pour aborder ce sujet, c'est vrai que les consommateurs sont devenus de plus en plus exigeants avec les contenus qui leur sont proposés. Ils consomment différemment la publicité et aujourd'hui, ils peuvent décider de ce qu'ils veulent ou ne veulent pas voir. Le cadre juridique, comme tu l'as dit, Raphaël, est venu renforcer ces dernières années cette envie qu'avait le consommateur d'avoir un système autour de lui beaucoup plus encadré. Et les pratiques publicitaires et le marché ont également évolué, faisant disparaître certaines pratiques dites agressives ou invasives, notant une lassitude, voire un rejet total des internautes. Les outils d'adblock, ils ont trouvé d'ailleurs une certaine audience auprès de ces internautes qui faisaient un rejet total de la publicité. Et d'autres acteurs sont venus également compléter leur offre afin de prendre en compte cette nouvelle expérience utilisateur, ou en tout cas repenser l'expérience utilisateur et être plus en adéquation avec les attentes du consommateur. Alors je citerai notamment Gmail, qui en 2013 est venu ajouter à sa boîte mail un onglet promotion, permettant ainsi d'isoler certains mails promotionnels, commerciaux du flux de messages privés qu'on pouvait recevoir. Ou encore Apple Mail qui, avec son iOS 15 récemment, renforce la confidentialité du courrier, puisque finalement, il empêche la personne qui envoie l'email d'utiliser des traceurs pour collecter des informations sur le ou la destinataire. Les acteurs du marketing, finalement, ils doivent s'adapter sans cesse par les évolutions technico-légales depuis ces dernières années.
Tout d'abord, d'un point de vue juridique et réglementaire, depuis ces 2 dernières années, la RGPD et la directive e-privacy sont entrées en Europe pour redonner le contrôle des données personnelles aux internautes. Pour résumer très simplement, très brièvement, le règlement e-privacy nous indique que maintenant, pour poser des cookies, il faut collecter un consentement des internautes et les informer sur les raisons qui poussent à faire ça. Quant à elle, la RGPD précise qu'est-ce qu'un consentement valable et comment il faut le collecter. Et puis, il y a la CNIL, qui finalement veille à la bonne mise en place de ces actions. Et la CNIL a publié en octobre 2020 de nouvelles recommandations sur la gestion des cookies et le recueil du consentement des internautes pour une mise en application avant avril 2021. Toutes les organisations qui ont recours à l'utilisation de ces traceurs ont dû se mettre en conformité et disposer d'un outil de gestion de cookies de consentement qu'on appelle la CMP. Ces réglementations CNIL nous ont montré qu'il y a eu un impact non négligeable sur les taux de refus de consentement. On a constaté que le taux de refus naturel avant avril 2021 était aux alentours de 10-15%. Et après avril 2021, nous avons noté une augmentation de ce taux de refus de 20 à 40% selon les industries. Et on remarque que finalement, ce taux tend à évoluer au fil du temps. Ensuite, d'un point de vue technique, d'ici 2023, les spécialistes du marketing ne pourront plus suivre les clients à l'aide du cookie tiers. Pour rappel, les cookies tiers permettent de suivre les internautes dans leur parcours sur les différents sites et par conséquent permet aux acteurs du marketing de cibler leur intérêt. Alors que Firefox et Safari ont bloqué l'utilisation des cookies tiers il y a déjà plusieurs années, à horizon 2023, c'est au tour de Google Chrome qui lui aussi envisage de les bloquer. Étant donné que Google Chrome représente plus de 60% des parts de marché des navigateurs web, c'est vraiment toute l'industrie entière, tout entière qui est chamboulée. On est passé d'un système d'hyper-précision à un système de masse. Aujourd'hui, les annonceurs ont un volume d'action qui est noyé dans un océan de données. Et il leur est difficile de rattacher leurs visites, leurs ventes, leur chiffre d'affaires à un partenaire ou à un levier spécifique. Ainsi, à l'heure de la RGPD, à l'heure du cookie-less, il y a des enjeux pour les acteurs du marketing s'ils veulent rester des partenaires importants des annonceurs. En termes d'enjeux, on va avoir tout ce qui est de générer des données fines et structurées pour aider les annonceurs à mieux exploiter leurs données clients-prospects. Ça va être aussi de générer des données qui sont consenties, bien entendu, dont la collecte et l'usage est conforme à la réglementation. Et en termes d'enjeux, on va avoir aussi le fait de fournir suffisamment de ces données pour permettre aux annonceurs de prendre des décisions marketing stratégiques et à la fois pertinentes. Pour des acteurs comme Time1, qui traquons les actions générées sur le site de nos clients, mais surtout dont notre business model repose essentiellement sur la rémunération à l'action, l'enjeu est d'autant plus important vis-à-vis de nos annonceurs, mais aussi de nos éditeurs. On doit mettre en place des technos qui nous permettent de voir l'apport d'un site média par rapport à une décision d'achat qui n'est plus basée par la donnée. Chez Time1, nous avons 2 principales volontés sur l'évolution de nos systèmes de tracking. La première est de répondre au blocage et à la disparition du cookie tiers en s'inscrivant en Cookie First Part, qui est le cookie propriétaire de l'annonceur qui, lui, n'est pas concerné par le blocage. Notre deuxième volonté est de nous connecter aux outils analytics de nos clients pour analyser les données et ainsi pouvoir proposer un mécanisme qui va permettre d'extrapoler, voire d'intuiter des actions lorsque l'internaute ne consent pas au dépôt de cookies. À noter que plusieurs acteurs du marché optent pour le serveur-to-serveur comme unique solution. Mais attention, ce n'est pas exempté de consentement. C'est une bonne solution de transfert des données, donc ça répond à la première problématique, mais ce n'est pas lié aux enjeux de consentement. Ainsi, chez Time1, on a établi notre propre système de tracking qui va reposer sur 3 principaux piliers stratégiques pour nos clients et pour nos éditeurs. Le premier pilier est le développement de notre propre système de tracking qui s'inscrit en first part et qui va gérer le consentement de manière autonome et ainsi pouvoir déclencher ou non le tracking des données. Notre deuxième pilier stratégique, c'est l'interconnexion aux outils d'analyse du client pour pouvoir uniformiser, interconnecter toutes les données. Cela va permettre à nos clients d'avoir un maximum de visibilité et surtout de cohérence sur leurs résultats de leur campagne. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est capable de s'interconnecter avec tous les outils marchés. Et enfin, notre pilier différenciant, c'est l'évolution de notre plateforme de data vis et de dashboarding qui va permettre de proposer à nos clients de suivre leurs résultats de leur campagne avec une précision sur le réel apport des partenaires de Time1 et sous différentes visions. Pour résumer, notre tracking se veut évolutif, précis et paritaire et permettra surtout à nos annonceurs de reprendre le contrôle sur leurs métriques et leur mix attribution.
Et d'ailleurs, pour les plus intéressés par l'explication de notre système de tracking, nous allons organiser un point d'échange spécifique sur ce sujet avec nos équipes dans les prochaines semaines. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Tout d'abord, nous vous remercions pour votre écoute. Nous avons été ravis d'approfondir et de vous présenter ce thème. Il nous semblait important de prendre un peu de hauteur sur les évolutions des tendances de consommation et de l'adaptation des marques comme de l'ensemble des acteurs digitaux pour mieux répondre aux besoins et sensibilités des internautes en matière de publicité digitale. Nous remercions aussi Caroline pour sa présence et sa présentation de la solution de live shopping de Reworld Media. Et chez Time One, on est convaincus par la performance de ce nouveau format publicitaire. Sur le temps qu'il nous reste, nous sommes à disposition pour répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Oui. Autrement, ce webinaire sera disponible en replay dans les prochains jours si vous souhaitez le revoir. Et on a effectivement une question de Marie. Le cashback ne fonctionne pas pour le B2B. Si, il est proposé. On a de plus en plus d'annonceurs B2B qui activent le levier cashback. Alors, ce sont globalement quand même plus des acteurs du retail, mais grossistes. Donc, on a tout ce qui est Fnac et Cdiscount qui proposent sur leur version pro du cashback. Et sinon, les annonceurs positionnés en cashback B2B, oui, c'est plutôt des grossistes. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Et on est plus ou moins dans les temps, à 4 minutes près, le temps imparti pour la réalisation du webinaire. Donc, du coup, on vous remercie beaucoup pour cette attention. On espère que le webinaire vous a intéressé. Vous avez ici notre adresse de contact si vous avez besoin d'échanger à nouveau sur les différents sujets abordés. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous.